Bonjour à tous, me voilà de retour dans un nouveau décor, mais ça reste l'émission Smart Tech que vous suivez avec une grande fidélité, je vous en remercie. Aujourd'hui, on va poursuivre notre série Enjeux du futur pour s'intéresser aux débris spatiaux. Et avec la conquête de l'espace, ça pose de nouvelles questions. Ce sera notre sujet à la une aujourd'hui. On aura aussi rendez-vous avec la diversité et l'impact social qui passe par l'innovation et qui était mise en avant aussi à Vivatech. On l'a peut-être pas assez vu, donc nous, on va faire un gros focus là-dessus. Mais d'abord, 3 questions sur le futur. Le futur serait-il un retour vers le passé? C'est tout de suite dans Smart Tech. Je suis en compagnie de Jean-Dominique Séval. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accompagner. Vous êtes prospectiviste, économiste du numérique. Vous suivez le développement depuis de nombreuses années de ce secteur en tant qu'analyste. Moi, je vous ai connu à l'époque où vous étiez à la direction adjointe du think tank pionnier l'IDAT DigiWorld. Exactement. Et je vous invite aujourd'hui pour parler de votre ouvrage qui vient de sortir, qui s'appelle La fin de Babel. Ça a été, c'est publié aux éditions L'Harmattan. Et ça a été un peu pour moi une interrogation première, la fin de Babel. Pourquoi une référence biblique ? Avant d'ouvrir le livre déjà, commençons par là. Oui, c'est vraiment exprès, c'est vraiment intentionnel. C'est l'idée de s'inscrire dans le temps long. Prospectivisme, c'est aussi regarder loin derrière pour pouvoir mieux regarder loin devant et mieux poser les questions du présent. Ça, c'est la base, on va dire. Et la fin de Babel, c'était, je trouve, un bon titre pour bien cristalliser le fait que on allait déjà, quasiment, maintenant c'est déjà fait en fait, donc je me projette pas si loin que ça, on n'avait plus besoin d'apprendre des langues, sauf si on le souhaite bien sûr, si on a envie de le faire, etc. Mais dans la vie quotidienne, on n'aura plus besoin de le faire, nos machines sont déjà capables de le faire et on aura notre petite oreillette qui nous permettra d'aller en Chine et de dialoguer avec nos amis chinois. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes aussi un expert de la Chine, je vous avais invité pour nous parler depuis Pékin, puisque vous occupiez de la French Tech à Pékin, mais vous nous projetez quand même très très loin dans le passé avec cette référence, et puis c'est une référence aussi au chaos. Est-ce qu'il vous semble que l'évolution là, de la civilisation met fin à un chaos ? Alors, je dirais que les deux sont possibles. Les techno-optimistes ou les techno-pessimistes peuvent avoir raison. Vous êtes techno-optimiste. Oui, mais j'essaye d'être neutre dans ce livre. Ouais. Je pousse le curseur tellement loin pour annoncer un certain nombre d'évolutions qui me semblent inéluctables, comme le retour de l'oral et la fin de la civilisation de l'écrit, le retour des esclaves, enfin tout un tas de sujets que je pousse un peu loin, qui sont déjà en germe aujourd'hui. Mais si on regarde assez loin, pas si loin que ça, d'ailleurs, on va dire... pour les 50 prochaines années, on va avoir une transformation radicale qui est déjà à l'œuvre depuis longtemps, mais qui s'accélère et qui, quand on pousse un petit peu les curseurs, nous amène vraiment ailleurs. Voilà. Alors, vous parlez de ce changement de civilisation, je trouve quand même que c'est globalement techno-optimiste, vous mettez des mais, évidemment, dans ce livre, mais vous parlez notamment de cette harmonie qui va pouvoir peut-être émerger de ce progrès, une harmonie entre l'homme, son environnement, qui comprend désormais les machines. Alors, oui, là où le livre joue quand même un rôle d'alerte, malgré tout, parce que je montre les points d'arrivée, et dans les points d'arrivée, l'homme se sera adapté, quoi qu'il arrive, de toute façon. Voilà. Par contre, la transition, pour tous ces sujets que j'aborde dans le livre, c'est des questions pour aujourd'hui, et des questions sur lesquelles il y a des choix à faire, des choix citoyens, des choix politiques, des choix d'investissement. Et je pense que c'est important de savoir où on va, en regardant un peu loin, plutôt que d'être dans le brouillard des annonces quotidiennes, pour pouvoir mesurer l'enjeu des transitions. Voilà, les transitions, quand on parle de la fin, le retour de l'oral, on pourra passer une année complète sans avoir à écrire, si on le souhaite, on pourra toujours écrire. Écrire des livres, par exemple. Écrire des livres, où je pense qu'on les racontera plutôt. les Homères, les prix Nobel seront des Homères du futur qui créeront des œuvres en plus illustrées avec des univers graphiques immersifs passionnants. J'attends ça avec impatience. Mais la transition, c'est un vrai sujet puisque nos enfants sont déjà très très concernés par cette transition. On a vu déjà la casse que ça a pu faire de ne pas s'en occuper. Et donc quand on sait qu'on va, en plus, que c'est qu'une étape, les écrans sont qu'une étape, ils disparaîtront bientôt et on va passer à l'oral. Comment on les accompagne ? Comment l'éducation, j'ai un chapitre consacré à la fusion des méthodes éducatives et du numérique. On apprend à l'ère de l'oralité, quoi. Oui, c'est comme on apprend. L'IA générative, pour ça, est une étape intéressante parce qu'elle bouleverse beaucoup de choses.
Bah, on voit bien, hein, c'est un tsunami. 80% des élèves au lycée sont déjà confrontés à ça, l'utilisent quotidiennement. À la fac s'y met un peu plus, oui, c'est un peu plus décortiqué, un peu plus préparé, mais pour des adultes. Donc, on s'y prépare en faisant la révolution des méthodes aussi, hein, des méthodes. Alors, les méthodes, on les a déjà. En gros, ça fait un siècle qu'on a des méthodes extraordinaires éducatives depuis Freinet et Montessori, ou l'école inversée. Mais simplement, le numérique va permettre d'en tirer vraiment le potentiel du fait de faire un peu le rêve du précepteur pour tous, qui permettra d'aider chacun à superviser son IA ou reprendre contrôle d'un oral qui ne s'affranchira pas complètement de l'écrit. On aura toujours besoin de l'écrit pour certains aspects, pas pour la vie quotidienne, mais pour pousser les réflexions un peu plus loin ou pour certains actes de la vie quotidienne, malgré tout. Voilà, donc, mais c'est le cœur, et c'est vraiment l'éducation, effectivement. Donc c'est un peu mon cri d'alerte. Et le point de vue que vous avez choisi est vraiment très original, hein, puisque vous nous dites finalement, on entre peut-être dans une ère post-industrielle qui nous fait retourner dans un passé, alors notamment via le retour à l'oral et la fin de l'écrit. Il y a aussi le travail des micro-tâches. Enfin, vous décrivez ça très bien. L'ouvrage se termine par un entretien avec Pascal Pic, un paléontologue. Paléoanthropologue, voilà, c'est ce matin, et que vous interrogez d'ailleurs et qui vous challenge un petit peu aussi sur votre perception de l'avenir. Je suis économiste, économiste du numérique, je ne suis pas historien, passionné d'histoire bien sûr, mais j'avais besoin d'avoir le regard justement sur le temps long, voire très long, d'un paléoanthropologue, d'un spécialiste des grands singes également, et des primates, et de la fusion de ces cultures, enfin de la façon dont ces cultures ont évolué, culture humaine et culture animale, pour ça, et qui s'intéresse en plus au numérique. Voilà, il a beaucoup écrit sur ces sujets. Et c'est assez rare pour le signaler. Voilà, et du coup la rencontre était presque, enfin pour moi c'était presque une évidence. Et j'avais besoin de lui, mais il l'a utilisé. Il l'utilise de façon, moi là où j'aurais pas forcément allé aussi loin. Il parle vraiment de changement de civilisation. On est en train de changer de civilisation. Voilà, donc c'est vraiment, on est dans l'anthropologie, mais c'est très facile à lire. Il y a des choses très intéressantes. Par exemple, on se retrouve tout nu sur la place publique aujourd'hui, dans les mondes virtuels. Bon, je ne vais pas tout raconter, de toute façon. On y est déjà. Je vous invite à le lire, en tout cas, La fin de Babel, par Jean-Dominique Séval, paru aux éditions L'Harmattan. Allez, c'est l'heure de continuer notre perspective à nous. On va passer à notre série sur le futur. On va s'intéresser à ce qui se passe dans l'espace. Deuxième épisode de notre série Enjeux du futur, la conquête de l'espace. Mais comment va-t-on gérer les débris, ces déchets spatiaux? Pour en parler, Aurélie Backer, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte évidemment dans le domaine spatial, mais vous étendez votre expertise dans l'intelligence artificielle. Vous êtes directrice France d'AICO, c'est comme ça qu'on prononce? Exactement. Ok. Entreprise européenne spécialisée dans le développement de logiciels qui vise à rendre les missions spatiales autonomes. Et avec vous, Quentin Vespiren, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur aérospatial, titulaire d'un doctorat en politique publique, coordinateur du programme de sécurité spatiale de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Alors peut-être déjà commencer par définir, nous dire ce que c'est, qu'est-ce qu'un débris spatial? Alors un débris spatial, c'est un objet que l'homme a laissé derrière lui dans l'espace. Donc ce sont des satellites, des étages de fusées et des débris de fragmentation de ces objets. Donc ce sont vraiment les... Donc des débris, c'est à partir du moment où on n'utilise pas finalement l'objet qu'on a envoyé dans l'espace. Exactement. Donc on utilise l'objet pour diverses applications très utiles pour notre vie de tous les jours. Et à la fin de sa vie, si jamais on n'est pas assez sérieux pour le désorbiter de manière propre, il reste dans l'espace et devient un débris et peut se fragmenter. Principalement donc des satellites aujourd'hui? Oui, principalement des satellites et des étages de fusées qui ont été abandonnés. D'accord. Donc ça veut dire que tout le monde ne fait pas ce qu'il faut, ne fait pas le nécessaire pour récupérer ces satellites une fois qu'ils sont mis hors service? Alors oui, pendant très longtemps, on avait l'impression que l'espace était assez grand. Ouais. Et on commence à se rendre compte de plus en plus que ces débris posent un danger croissant à des satellites critiques pour notre vie de tous les jours. Et donc typiquement, sur des satellites de l'Agence spatiale européenne, 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, on avait rarement des alertes de collision avec des débris. Maintenant, on en a quasiment toutes les semaines. D'où les fragmentations, j'imagine. Voilà, exactement. C'est ça. Oui, c'est ça. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, oui. je veux dire, on essaie d'éviter les collisions maintenant, c'est vraiment l'objectif. Parce que rajouter des collisions, rajouter des débris, et ça peut engendrer des problèmes. Et alors, ils ont quelle taille à peu près ces débris? Alors, on a des débris de toute taille. On a encore des étages de fusées absolument gigantesques, de plusieurs mètres, des grands satellites.
Mais la majeure partie des débris sont des débris de fragmentation, donc qui sont beaucoup plus petits. On est capable à l'heure actuelle, en orbite basse, de détecter des débris d'environ 10 cm, et on estime qu'il y en a environ entre 40 et 50 000. Par contre, si on descend à une étape en dessous, donc entre 1 et 10 cm, on les estime à environ 1,2 million, sans être capable de les observer ni savoir où ils sont. C'est assez impressionnant. Ces risques de collision, justement, vous dites on essaye de les éviter. Comment est-ce qu'on peut savoir où se trouve un débris ? En fait, il y a des structures au sol qui sont spécialisées dans la surveillance de l'espace. Donc, il y a des structures gouvernementales et étatiques. Il y a aussi des entreprises privées, en fait, qui développent des télescopes au sol et qui observent l'espace et qui font un catalogue et qui, du coup, permettent aussi de faire des alertes et de donner aux opérateurs de satellites les risques de collision. Et il y a plus de risques de collision en orbite basse, je pense aux nouvelles constellations. Oui, absolument. Oui. C'est vraiment là qu'est la majeure partie de ces débris de 1 à 10 cm. Et ce sont des débris importants. On peut s'imaginer qu'un centimètre, c'est extrêmement petit. Oui. Mais en fait, ces débris en orbite basse se déplacent à environ 30 à 40 000 km/h. Donc même un centimètre, un débris d'1 centimètre, s'il rentre en contact avec un satellite, ça libère à peu près la même énergie qu'une grenade militaire. Donc on a, en orbite basse, environ 1 million de ces grenades qui se déplacent à 40 000 km/h et qu'on ne peut pas détecter. Donc c'est vraiment préoccupant. Il y a des risques de répercussions sur nous, sur Terre ? Oui, absolument. En fait, on ne se rend pas compte, mais dans notre vie de tous les jours, on utilise les technologies spatiales pour utiliser un terminal de paiement par carte bancaire, pour retirer de l'argent à la banque, pour des transactions financières, pour le transport d'électricité, pour le transport de personnes. Tout cela est dépendant des services spatiaux, en particulier le positionnement ou la navigation, comme Galileo. Donc si ces services, si ces satellites sont endommagés par des débris ou d'autres phénomènes dangereux dans l'espace, on pourrait avoir de gros problèmes et toutes ces infrastructures critiques qui pourraient s'effondrer sur Terre. Alors moi, j'avais noté un chiffre. Alors c'est très difficile justement de savoir à peu près quel est notre niveau de dépendance de ces satellites, mais dans le volet spatial du plan d'investissement France 2030, il a été calculé qu'un Européen utilisait chaque jour une 50aine de satellites. Exactement. Pour des activités quotidiennes. Oui, mais comme disait Quentin, la météo, même sur des applications plus business, comme l'agriculture de précision, la sécurité civile, la prévention des incendies, ce sont tous des sujets où en fait on utilise des satellites d'observation de la Terre qui sont sur les orbites basses. Donc si on les a plus... Et donc là, demain, on fait face à un risque que l'un de ces satellites soit inutilisable et que ça perturbe notre vie quotidienne finalement. Donc il faut mettre en place des solutions. Alors j'imagine que vous allez m'en parler. On a des solutions. Oui, on a des solutions. Et je dirais même, en fait, le risque, il est encore plus grand que ça, parce il y a ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. C'est un syndrome où les experts estiment qu'un risque, une collision pourrait entraîner des réactions en chaîne et entraîner le fait que les orbites basses soient complètement inutilisables, en fait. Et c'est ça le risque, et c'est pour ça, en fait, qu'on développe des solutions pour éviter les collisions. Oui. Alors, on va peut-être avant de parler des solutions, quand même, qui sont les responsables ? Vous avez dit, certains qui s'en occupent bien, d'autres pas. Où sont les coupables ? Alors, ils sont partout. En fait, ils sont partout et surtout dans le passé, puisque tous les acteurs ont une responsabilité dans la population actuelle de débris. On a tous cru pendant longtemps que l'espace était assez grand, mais depuis, je dirais, 15-20 ans, il y a eu une vraie prise de conscience et donc une montée en puissance des études sur la population de débris spatiaux, le fait de développer des nouvelles solutions. Et ce sur quoi on s'est vraiment accordé, c'est qu'il y a 2 volets d'action. Le premier, c'est de ne plus créer de nouveaux débris avec nos missions futures. D'accord. C'est vraiment le plus important pour stabiliser la population de débris actuelle. C'est un peu comme la politique zéro carbone, là c'est Absolument. Zéro déchet. Zéro débris, c'est comme ça qu'on l'appelle exactement. Voilà. Et le deuxième volet, c'est pour certains débris particulièrement dangereux, ça peut être des étages de fusée ou des gros satellites qui menacent de se fragmenter en des milliers de débris, essayer eux de les retirer de l'orbite de manière active. Donc nous on travaille vraiment sur ces 2 volets, mais je dirais que la priorité numéro 1, c'est déjà d'arrêter de créer des débris. Ouais. Et aujourd'hui, arrêter de créer des débris, on sait faire. Enfin, on est au point sur ces techniques Donc on travaille à cela. Et en particulier, donc l'Agence spatiale européenne, en partenariat avec de nombreux acteurs industriels et étatiques, a lancé ce qu'on appelle la stratégie zéro débris. Et l'idée, c'est de développer toutes ces briques technologiques qui vont permettre
à nos futures missions, au-delà de 2030, de ne plus laisser de débris en orbite. Et pour ça, donc, on a cette stratégie qui est une stratégie interne à l'agence, où c'est des centaines de millions d'euros d'investissement sur ce sujet. Et on a un volet, je dirais, communautaire, où on a travaillé avec énormément d'acteurs, dont AICO, à un document qui s'appelle la Charte Zéro Débris, qui a été créé par une quarantaine de partenaires et maintenant signé par 180 acteurs du monde entier, dont 20 États, pour s'engager à atteindre ces objectifs zéro débris d'ici 2030. Alors quand vous signez justement cette charte, vous vous engagez de quelle manière, très concrètement ? Alors, nous, on est une entreprise privée, donc on développe des technologies et on s'engage parce que les technologies que l'on développe, qui sont basées sur l'intelligence artificielle, peuvent favoriser la gestion des satellites. Donc, nos clients, ce sont les opérateurs de satellites, donc ceux qui sont au sol et qui font les manœuvres, entre autres pour éviter les débris. Donc, nous, on met à disposition des technologies qui facilitent cette gestion-là. D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est via l'IA, via ces logiciels, on va dire, intelligents ou en tout cas plus autonomes, qu'on peut repérer justement des risques de collision et les éviter, par exemple ? Alors, il y a ça. Donc ça, il y a des opérateurs qui sont au sol qui font ça, des entreprises qui sont au sol, comme je le disais tout à l'heure, qui cataloguent les débris. Et nous, on va prendre l'information et à bord du satellite, on va avoir des solutions qui vont prendre les décisions et qui vont assister les opérateurs pour savoir quand est-ce que c'est qu'il faut que le satellite se dévie de sa trajectoire pour éviter le débris. D'accord. Là, on parle d'initiatives européennes. On peut l'étendre aux États-Unis, on peut l'étendre à la Chine, on peut l'étendre jusqu'où, cette stratégie zéro débris ? Alors cette approche zéro débris, cette charte zéro débris est internationale. Ce n'est pas une charte européenne. Tout le monde l'a signée ? Alors, on a 33 pays dans le monde qui ont des organisations qui ont signé la charte. On a même des grands opérateurs internationaux tels qu'Amazon, qui est le grand concurrent maintenant de SpaceX sur les constellations. Donc on a des signataires indiens, de Corée du Sud, du Japon. SpaceX l'a signé par exemple ? Non, SpaceX ne l'a pas signé. Ça effectivement, ça pourrait être important. Cela dit, ils ont participé à l'élaboration de la charte, ils sont engagés sur certains points, mais le fait de le signer... Sur quoi ça bloque alors, pour eux de leur côté ? Je ne suis pas en mesure de parler au nom de SpaceX. Il y a une responsabilité quand même juridique sur les débris aujourd'hui ? Oui, absolument. Donc, les débris sont sous la responsabilité de ce qu'on appelle l'état de lancement. Donc, lorsqu'on lance par exemple un satellite de Kourou, on le lance depuis la France va être responsable de ce satellite ou de la fusée et donc va devenir responsable des débris qui seront générés à partir de ce satellite. Et cette responsabilité, elle est tant juridique que financière, c'est-à-dire que si ce débris va impacter un satellite, par exemple, américain, l'État américain pourra demander compensation à l'État français. Et donc, bien sûr, la France transfère cette responsabilité financière aux opérateurs via des processus Après, il faut être capable de tracer l'origine du débris. C'est pas forcément évident de savoir que ça vient. S'il y a une collision et qu'un satellite n'a pas fait, que l'opérateur n'a pas fait son travail pour éviter le débris et que du coup ça crée une collision, c'est assez facile de savoir. Okay. Alors si c'est une collision avec un débris, mais par contre c'est vrai que quand c'est une collision entre deux satellites, un russe et un américain comme en 2009. Bien savoir si les débris sont russes ou américains est extrêmement complexe. Donc vous avez parfaitement raison sur le fait qu'une grande partie des débris déjà ne sont pas observables. Même pour ceux qui sont observables, c'est pas absolument évident de savoir où sont les responsabilités. Et donc, historiquement, cette provision du droit international pour compensation n'a en fait jamais été appliquée. Bon, alors donc il y a un petit chemin à faire encore. Il vous semble aujourd'hui que dans l'écosystème spatial français, on est plutôt en pointe sur ces sujets et cette préoccupation ? Oui, c'est des sujets qui sont vraiment d'actualité. Il y a des projets qui se montent, des collaborations qui se montent, dont AICO fait partie, où on essaie de travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc des opérateurs qui sont au sol, des gens qui cartographient les débris, jusqu'à des acteurs comme nous qui développent des solutions bord, qui sont à bord du satellite, pour faire l'évitement de collisions. Donc en fait, il y a une structuration de l'écosystème autour de ces sujets-là, parce que tout le monde prend conscience que c'est important et que derrière, il y a vraiment des potentielles conséquences financières très importantes. Et donc, parce qu'on entend que la France est plutôt pionnière sur ce sujet, vous allez me dire oui, c'est ça ? Oui, c'est très clair. Okay. C'est très clair et c'est objectif. Mais est-ce qu'on n'en fait pas trop par rapport aux autres ? Parce qu'on a toujours un sujet de régulation. On nous dit toujours que l'Europe surrégule et du coup pénalise sa propre industrie. Là, on entend que, par exemple, SpaceX n'a pas signé cette charte. Voilà. Est-ce qu'on ne va pas un petit peu trop loin, nous, par rapport aux autres ? Alors, ce qu'on observe dans le monde entier, c'est vraiment un durcissement de ces réglementations.
On voit ça au Japon, c'est des discussions qui ont lieu aux États-Unis et qui ont même été mises en œuvre par la FCC il y a plusieurs années. D'accord. Donc il y a un vrai mouvement qui va vers une réglementation plus forte. Donc maintenant, la question qui se pose pour l'industrie, c'est attendre que la réglementation se durcisse pour s'adapter, ou alors essayer d'arriver en amont, de développer des solutions qui permettront, quand la réglementation sera en place, d'être les plus compétitifs. Ouais. Et justement, notre pari en Europe, et en particulier de l'Agence spatiale européenne et ses États membres, c'est de dire que les réglementations vont arriver, on se prépare, et avec de l'argent public à l'Agence spatiale européenne, on essaye d'aider notre écosystème européen à développer ces solutions. Comme ça, à l'horizon 2030, quand l'espace sera très réglementé, l'Europe sera vraiment en pointe sur ces solutions. Et donc, on n'aura même pas à protéger la compétitivité, mais on espère en avoir créé de la richesse via... Vous avez raison, parce que Voilà. ça, c'est un point important, effectivement, parce que souvent, aux États-Unis, en fait, ils se préparent très Et oui. fort en amont aux régulations, et donc ils arrivent, voilà, ils sont prêts, ils sont bien armés, alors que nous, on attend la dernière minute. En tout Oui. cas, c'est aussi le discours que j'entends. Mais sur la partie française également, enfin en collaboration entre les agences spatiales françaises et européennes, mais le CNES a aussi des activités où il finance de la recherche et du développement sur ces activités-là pour préparer les technologies du futur. Ouais. En fait. Donc, Parce qu'en fait, ça peut générer pas en un retard, en nouvel fait. écosystème. Donc, mais c'est tout à fait le innovant. cas. Et c'est pour ça que l'écosystème français spatial est aussi dynamique aussi, parce qu'il y a de nombreuses actions et possibilités dans ces sujets-là. Alors, cette charte zéro débris, aujourd'hui, donc, il vous semble que c'est vraiment un acquis sur lequel on peut se reposer. Quelle est la prochaine étape ? Alors, un acquis, c'est jamais un acquis, puisque Ouais. c'est un document qu'on a signé, mais il faut aller ensuite au-delà du document. Ce qui est très bien, c'est que donc, les premières signatures ont eu lieu l'année dernière, et on voit déjà des effets. Il y a énormément d'entreprises qui se sont engagées, il y a des nouveaux investissements qui ont été engagés, ça fonctionne, mais c'est un travail de longue haleine, Oui. donc ne nous réjouissons pas trop vite et attendons de voir les D'accord. résultats. Au-delà de ça, ce qu'on essaye de pousser à l'Agence spatiale européenne, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire dans l'espace. C'est vraiment un changement de paradigme. C'est les services en orbite, le recyclage en orbite, le manufacturing en orbite. Toutes ces choses qui n'existent pas à l'heure actuelle. Une comparaison avec un autre secteur, dans l'espace à l'heure actuelle, c'est comme acheter une voiture très chère, l'envoyer très loin dans un autre pays en payant un lancement qui coûte une fortune, et ensuite on l'utilise jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de carburant. Mais ce qu'on veut essayer de faire dans l'espace, c'est réparer la voiture, faire le plein de carburant. Ça paraît assez évident dans beaucoup d'autres Oui. secteurs, mais dans l'espace, on envoie un satellite qui coûte très cher, on l'utilise quelques années, et ensuite, la meilleure pratique est de le faire brûler dans l'atmosphère. Et donc, on essaie vraiment de changer ce paradigme. Alors, c'est beaucoup plus long terme, on vise plus les années 2040 pour ça, mais ça va être extrêmement important. Et on a déjà des acteurs, en France et à l'international, qui travaillent sur ces services en orbite. En particulier, à l'Agence spatiale européenne, on a une mission qui s'appelle RISE, qui va aller faire de l'extension de durée de vie de satellites en orbite géostationnaire, donc des satellites qui pourraient coûter par exemple 500 millions d'euros et être utilisés pendant 10 ans. Mais si on peut les utiliser 5 ans de plus, c'est un gain Et vous voyez fondamental. déjà des entreprises qui sont en pointe sur ces sujets d'économie circulaire Oui, il y en sur a, du satellite, il y en a oui. un certain nombre en France et en Europe qui D'accord. travaillent sur ces sujets-là. Et il y a beaucoup de technologies qui sont aussi basées sur l'IA pour réussir à faire les approches, comment on va pouvoir s'accrocher aux satellites, comment on va pouvoir... Parce qu'il y a certains moments, en fait, on ne peut pas tout gérer depuis le sol. Les dernières phases d'approche ont besoin d'être d'une certaine façon autonomes. Donc là, il y a derrière des technologies d'IA qui permettent d'analyser l'ensemble des informations et de prendre des décisions. Et la simulation avec les jumeaux numériques, ça fait partie aujourd'hui des outils. Ça permet de faire les tests au sol et de valider l'utilisation des algorithmes avant de les utiliser dans l'espace. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. Quentin Vespiren, je rappelle que vous êtes le coordinateur du programme de sécurité spatiale à l'ESA, et Aurélie Backer, directrice France d'AICO. Merci encore. Merci. À vous. On termine cette édition avec Émilie Esparon, responsable des engagements RSE et de l'impact social de Vivatech. Viva Technologies, cette grande fête de l'innovation, eh ben oui, elle met aussi en valeur des profils qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça change un peu, des profils de la diversité et surtout des initiatives qui ont un fort impact social et sociétal. Nous, on aime bien aussi dans Smartech les mettre en avant. J'avoue qu'on est assez proche de Diversity Days, avec qui vous avez travaillé
donc pour la mise en place du programme Impact Builders. Alors, en quoi ça consiste? Expliquez-nous. Alors, merci d'être là. Impact Builders, en fait, c'est un programme d'accélération de business qu'on a créé il y a 3 ans avec l'association Diversidays. Parce qu'à Vivatech, nous, moi, j'aime bien dire 3 choses. On a un rôle qui est, de faire la tech avec tout le monde. Et c'est de se dire, notre rôle, c'est de célébrer les innovateurs et les innovatrices, et donc les entrepreneurs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Vivatech a été créé il y a quelques années, pour rapprocher les grands groupes et les startups. 2, Vivatech, c'est une formidable plateforme où il y a énormément d'acteurs qui se rassemblent pour faire du business. Et nous, notre rôle, justement, donc avec Impact Builder, c'était de se dire, on ne va pas se substituer à un accélérateur ou à un incubateur, mais on va être un programme business où, en fait, les gens viennent à Vivatech pour faire du business. Et nous, notre rôle, c'est de mettre en avant ces entrepreneurs pour des raisons de représentativité, parce qu'on veut faire la tech avec tout le monde, mais 2, aussi de leur donner toutes les clés pour qu'ils puissent faire du business comme n'importe qui. Et donc, Impact Builder, c'est un programme qui se joue à l'année, Ouais. où on va sélectionner 9 entrepreneurs qui vont faire partie de cette petite cohorte, où en fait, on va leur proposer en amont de Vivatech des formations. C'est très pratico-pratique, comment faire du lead, pitcher en français, en anglais, la gestion de la communication, etc. Et sur place, on va leur organiser tout un programme avec à la fois, ils ont un stand, ils vont rencontrer des partenaires corporate, ils vont rencontrer des investisseurs, potentiellement des speakers aussi pour être inspirés. Et ce qui est génial, c'est qu'après, on va aussi les suivre. Et là, c'est la 3e édition, on a déjà une petite communauté qui vit. Et il vous semble aujourd'hui que, parce que je sais qu'on ne les voit pas beaucoup, on a vraiment un problème de visibilité de certains profils aujourd'hui dans la tech? Nous, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit la tech, on voit entre guillemets un peu les mêmes profils, mais qui Ouais. ne sont pas forcément représentatifs de la société. Et même si on élargit à l'entrepreneuriat au global, c'est vrai que ces profils-là ne sont pas forcément mis en avant. Et nous, c'est pour ça qu'à Vivatech, notre rôle, c'est de se dire, OK, les entrepreneurs, c'est vraiment tout le monde. On a des personnes qui ne sont pas forcément de Paris. On a aussi plein de femmes, parce que c'est vrai que c'est un énorme sujet à la fois dans la tech et dans l'entrepreneuriat. Et on a aussi des entrepreneurs qui s'attaquent à des sujets à impact. Donc ça, c'est effectivement notre Alors rôle. justement, quelle est la sélection? Comment vous les sélectionnez? Alors, c'est une mécanique en fait qui est propre à Viva Technologies. On a plusieurs programmes de start-up pour les entrepreneurs, etc. C'est sur plusieurs critères. On va vraiment aussi se baser, et ça c'est très important de le souligner, sur leurs solutions, leurs start-up. Le fait, entre guillemets... Il faut qu'ils soient à quel niveau de développement? C'est plutôt early stage. Ces startups-là, nous, notre objectif, c'est vraiment de se dire, on veut leur donner les clés pour accélérer leur business. Donc, c'est plutôt early stage. Après, il y a un sujet d'innovation par rapport à la startup. Bien sûr que ce soit une startup numérique et tech. Et enfin, un critère qui est hyper important, c'est l'impact positif sur notamment les programmes qu'on porte, c'est celui-ci. L'idée, c'est vraiment de se dire, on veut, et c'est notre rôle à Vivatech, de se dire que la tech, ça va peut-être pas sauver le monde toute seule, mais par contre, c'est un outil face aux grands enjeux et on veut mettre en avant des solutions. Et enfin, le 3e critère, nous, on va vraiment faire très attention à justement la représentativité, la parité dans nos 9, qui est au moins 50% de femmes, donc 50% de femmes, et après, par exemple, des personnes en situation de handicap qui viennent pas de Paris, etc. Un exemple d'une start-up un peu coup de cœur. Julie D, de la startup de Monekeys, c'est une edtech, c'est une plateforme en fait qui va nous permettre à nos enfants de comprendre la gestion financière. Et ça, j'en parle là, c'est parce que c'est un peu un coup de cœur, parce que je la vois le samedi aller justement faire un peu un micro-trottoir dans Vivatech pour interroger les familles. Et ça, je pense que c'est un super outil. Un deuxième coup de cœur, Très vite. sur les seniors. Hello Artup, qui va déplacer des musées justement dans les maisons de retraite pour les faire un peu voyager. Merci beaucoup pour cette mise en avant. Émilie Esparon, je rappelle que vous êtes la responsable des engagements RSE et de l'impact social de Vivatech. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech dans notre nouveau décor. On est très heureux de vous retrouver. À très bientôt. Bonne journée à tous.